Le 30 juin 2012, à minuit moins le quart, une commande informatique exécutée dans un centre technique de France Télécom met fin à une époque. Le réseau Télétel est débranché. Dans des milliers de greniers, de caves et de salons français, des terminaux beiges deviennent instantanément de simples blocs de plastique inutiles. Le réseau s'éteint. 30 ans plus tôt, ce même écran représentait le futur absolu. À son apogée, 9 millions de foyers français possédaient un terminal Minitel. Des milliers de codes 3615 facturaient des services à la minute. La France achetait ses billets de train, consultait ses résultats du bac et discutait en ligne bien avant que le monde ne découvre le World Wide Web. Le paradoxe est total. La France avait inventé une économie numérique de masse, pour finir par devoir l'éteindre de ses propres mains. Mais la vraie histoire du Minitel n'est pas seulement l'histoire d'un réseau que l'on coupe. C'est l'histoire d'une nation qui a vu le futur numérique avant tout le monde et du piège industriel qui l'a empêché d'y entrer. Chaque semaine, nous racontons les histoires des machines, réseaux, terminaux et écrans français qui ont un jour appris au pays à imaginer le futur et ce qui s'est passé quand le marché mondial a changé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à Saint-Malo, en 1980. Pour comprendre comment la France a construit un réseau numérique national avant le reste du monde, il ne faut pas regarder un ordinateur, mais un objet en papier, lourd et encombrant, l'annuaire téléphonique des années 1970. À la fin de cette décennie, la France rattrape enfin son retard historique en matière de télécommunications. Sous l'impulsion de l'État, des millions de foyers français sont raccordés au réseau téléphonique commuté, l'infrastructure physique de câbles en cuivre qui relie les habitations aux centraux téléphoniques. Mais ce succès technique crée un cauchemar logistique et financier pour les PTT, l'administration publique chargée des postes, télégraphes et téléphones. Chaque nouvel abonné a besoin d'un annuaire. Chaque année, les PTT doivent imprimer, stocker et distribuer des dizaines de milliers de tonnes de papier. Pire encore, les numéros changent, de nouvelles lignes sont ouvertes chaque jour et l'annuaire papier est obsolète au moment même où il sort des presses. Pour compenser, les Français appellent le 11, le service des renseignements téléphoniques. Des milliers d'opératrices répondent manuellement aux requêtes. Ce service humain coûte une fortune à l'État et devient un gouffre financier insoutenable. La solution ne viendra pas d'une start-up, mais des plus hautes sphères de l'État français. En 1978, Simon Nora et Alain Minc remettent au président Valéry Giscard d'Estaing un rapport retentissant intitulé « L'informatisation de la société ». Ce texte invente un mot, la télématique, la fusion des télécommunications et de l'informatique. Surtout, le rapport alerte sur un danger. Si la France laisse des entreprises américaines comme IBM dominer les réseaux informatiques naissants, elle perdra sa souveraineté numérique. L'État français prend alors une décision radicale, d'une ambition industrielle vertigineuse. Au lieu d'imprimer du papier, les PTT vont distribuer un écran. Ils vont créer un annuaire électronique, un service numérique permettant de rechercher des coordonnées à distance, mis à jour en temps réel. Mais pour que ce service fonctionne, il fallait inventer la machine pour le consulter. Dans les laboratoires du CNET, le Centre national d'études des télécommunications basé à Lannion, en Bretagne, les ingénieurs ne conçoivent pas un ordinateur personnel. Ils conçoivent un terminal, un appareil qui permet d'accéder à un service distant, souvent par un réseau. Contrairement aux micro-ordinateurs américains de l'époque, qui possèdent leur propre puissance de calcul, le terminal français sera délibérément idiot. L'appareil, qui prendra le nom de Minitel, ne possède ni disque dur, un dispositif de stockage qui conserve les fichiers, ni processeur puissant, ni système d'exploitation complexe. Il se compose uniquement de 3 éléments vitaux. Un petit écran cathodique monochrome de 9 pouces affichant du texte, un clavier pour taper les requêtes et un modem intégré. Un appareil qui permet au terminal d'échanger des données par la ligne de communication en transformant le signal numérique en signal sonore. Le terminal n'est que la partie visible. L'intelligence ne se trouve pas dans la machine posée sur la table, mais dans les serveurs lointains des PTT, reliés par le tout nouveau réseau Transpac, une infrastructure nationale de transmission de données par paquet qui permet des connexions fiables et peu coûteuses. L'expérience quitte les laboratoires pour affronter la réalité des foyers français
à l'été 1980. À Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, 55 utilisateurs volontaires reçoivent les premiers prototypes. Pour la première fois, des citoyens ordinaires ne tournent plus les pages d'un livre de la taille d'un bottin. Ils allument un écran beige, composent un numéro et entendent le son strident de la synchronisation du modem. Ils tapent un nom de famille sur un clavier et le numéro s'affiche instantanément à l'écran, en caractères formés de gros pixels. L'annuaire électronique vient de prouver sa faisabilité technique. L'année suivante, en 1981, l'expérimentation passe à l'échelle supérieure, au cœur de la banlieue parisienne. À Vélizy-Villacoublay, l'opération Télétel 3 fait équipe 2500 foyers. Mais cette fois, le système ne se limite plus à l'annuaire. Les PTT ont invité des fournisseurs de services, des journaux locaux, des banques, des services de vente par correspondance. Les familles de Vélizy découvrent qu'elles peuvent consulter la météo, lire les titres de la presse ou consulter le solde de leur compte bancaire depuis leur salon en utilisant leur ligne téléphonique. C'est à Vélizy qu'une première fissure apparaît dans le plan initial de l'État. Les utilisateurs se désintéressent rapidement des services institutionnels pour se passionner pour la messagerie, un outil rudimentaire ajouté presque par hasard qui leur permet de s'envoyer des messages écrits d'un terminal à l'autre. Le besoin de communication humaine dépasse instantanément le besoin d'information pure. Malgré les débats, notamment sur l'agencement du clavier, les premiers modèles expérimentant un ordre alphabétique, A, B, C, D, E, F, avant que l'AZERTY ne s'impose pour des raisons de vitesse de frappe, la Direction générale des télécommunications prend le grand pari industriel. En 1982, le lancement commercial national est acté et la stratégie de déploiement est un coup de génie économique qui va façonner le marché technologique français, forçant État, PTT, télécom et infrastructures publiques. L'appareil fabriqué dans les usines françaises de Télé-Alcatel, Matra et Radiotechnique ne sera pas vendu dans des magasins d'électronique. Il ne sera pas sur les étagères de la Fnac ou de Darty. Le Minitel sera prêté gratuitement par l'État à tout abonné au téléphone qui accepte de renoncer à son annuaire papier. Cette décision de subventionner massivement le matériel par les fonds publics contourne le plus grand obstacle de toute nouvelle technologie, le coût d'acquisition. Du jour au lendemain, la France installe une base d'utilisateurs captifs d'une taille inédite au monde. Les camions des PTT livrent les cartons beiges dans les agences France Télécom et directement chez les particuliers. Les familles déballent la machine, branchent la prise en T dans le mur du couloir, allumant l'écran cathodique et entrent dans le réseau Télétel. L'écran beige avait trouvé sa place dans le couloir, près du téléphone fixe. La France avait construit l'infrastructure et distribué la machine. Mais elle n'avait pas encore vu ce que les développeurs privés allaient en faire. L'appareil était gratuit et la consultation de l'annuaire électronique l'était tout autant. Mais le triomphe absolu du réseau Télétel n'allait pas venir d'un service public de renseignement. Il allait venir d'une invention commerciale brillante, conçue presque par accident, qui allait transformer ce terminal de plastique beige en une machine à imprimer de l'argent. En février 1984, la Direction générale des télécommunications introduit le système kiosque. Le kiosque, un modèle de facturation centralisé où l'opérateur téléphonique collecte le paiement de l'utilisateur sur sa facture bimestrielle et reverse une part au créateur du service, est une révolution absolue. Près de 30 ans avant que des entreprises américaines n'inventent le concept du magasin d'applications ou de l'App Store, la France vient de créer un écosystème où n'importe quel développeur peut monétiser son code sans avoir à gérer les abonnements ni les transactions bancaires. Dans un salon français, cette innovation est invisible mais redoutablement efficace. L'utilisateur n'a pas besoin de carte bancaire, encore très rare pour les achats à distance à l'époque. Il n'a pas besoin de s'inscrire ou d'envoyer un chèque au préalable. Il lui suffit d'allumer son écran cathodique, d'appuyer sur la touche « Connexion/Fan » de son clavier Minitel. Un clavier simplifié doté de touches d'action directe pour naviguer sans apprendre de commandes informatiques complexes et d'entendre le modem négocier la ligne avec un sifflement aigu. Dès que la page d'accueil s'affiche, le compteur tourne. Chaque minute passée devant l'écran est facturée directement sur la ligne téléphonique du foyer. Ce modèle économique lève instantanément toutes les frictions d'achat. France Télécom conserve environ un tiers des revenus
pour financer le lourd réseau de données Transpac et reverse les 2/3 restants aux éditeurs de services. C'est la naissance fulgurante d'une économie numérique nationale. Le symbole de cette explosion porte 4 chiffres, 3615. Le 3615, un préfixe tarifaire spécifique qui signale un service payant à forte valeur ajoutée, devient en quelques mois le code le plus célèbre de France. Avant l'ère des adresses web ou des moteurs de recherche, la navigation se fait par ces raccourcis mémorisables. On ne tape pas une URL, on compose le 3615 suivi du nom du service. La presse française comprend immédiatement l'immense potentiel de cette nouvelle plateforme. Des journaux comme Libération, Le Parisien ou Le Quotidien régional. Les dernières nouvelles d'Alsace ouvrent leurs propres serveurs télématiques. Initialement, ils pensent y transférer leurs articles. Mais les éditeurs découvrent rapidement une vérité fondamentale du numérique. L'utilisateur ne veut pas seulement lire un texte sur un écran fatigant pour les yeux. Il veut interagir, participer et communiquer. Et c'est ici que l'État, qui avait conçu le Minitel comme un outil sérieux d'information civique, perd définitivement le contrôle culturel de sa propre création. La véritable percée ne vient pas des informations boursières, de la météo ou des actualités. Elle vient de la communication de personne à personne. Les messageries instantanées, initialement conçues pour des échanges professionnels rudimentaires ou des petites annonces, explosent. La France invente le réseau social grand public avant l'heure, sous le couvert de l'anonymat des pseudonymes. Et très vite, ce besoin de communication dérive vers l'industrie la plus lucrative du réseau, les messageries roses. Des codes comme 3615 ULA, 3615 Aline ou 3615 Estia envahissent l'espace public. Ils sont partout, sur les panneaux publicitaires, dans les pages de la presse magazine et sur les immenses affiches 4x3 dans les couloirs du métro parisien. Derrière ces services, de jeunes entrepreneurs privés et même des organes de presse sérieux qui utilisent discrètement ces revenus pour financer leur rédaction, emploient des dizaines d'animateurs et d'animatrices pour maintenir les utilisateurs connectés le plus longtemps possible. Dans la chambre d'un adolescent ou dans le bureau d'un adulte, tard le soir, le terminal s'allume. L'utilisateur tape sur le clavier aux touches en plastique dur, attendant que les pages se chargent ligne par ligne, gros pixel par gros pixel. Le modem opère à une vitesse asymétrique. Il reçoit les données à 1200 bits par seconde pour afficher le texte et envoie les frappes de l'utilisateur à 75 bits par seconde. Cette limitation technique, loin d'être un frein, impose un rythme de lecture hypnotique. Le silence de la maison n'est rompu que par le cliquetis caractéristique de la touche « Envoi ». Ce que l'utilisateur ne voit pas dans l'obscurité, c'est le compteur des P, T et T qui tourne, accumulant les dizaines de francs sur une facture bimestrielle qui fera bientôt hurler de nombreuses familles. Cette économie, bien que moralement critiquée et qualifiée de télématique de l'ombre, finance en réalité l'expansion massive de l'infrastructure. Elle prouve que le système fonctionne. Force 4, standards, écosystèmes et développeurs support. Mais l'écosystème ne s'arrête pas aux messageries. La véritable force du Minitel, c'est qu'il s'infiltre dans toutes les strates pratiques de la société. En 1987, la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français, lance le 3615 SNCF. Pour la première fois, un usager n'a plus besoin de se déplacer et de faire la queue au guichet d'une gare physique pour consulter les horaires ou réserver un billet de train. Il le fait depuis le meuble de son entrée, en interagissant directement avec les serveurs centraux. Les géants de la vente par correspondance, comme La Redoute ou les Trois Suisses, adaptent leurs immenses catalogues de papier pour permettre la commande directe par écran. Les grandes banques permettent la consultation des soldes de compte à distance. Les lycéens n'attendent plus seulement devant les grilles de leur établissement. Ils tapent frénétiquement leur numéro de matricule sur le 3615 pour obtenir les résultats du baccalauréat. À la fin des années 1980, le pari technologique français est devenu une anomalie mondiale fascinante. Pendant que le grand public américain ou britannique considère encore l'ordinateur comme une machine complexe nécessitant l'achat de modems externes, de logiciels coûteux et de configurations techniques réservées aux passionnés, la France a aboli la barrière technique. Le Minitel n'est plus une curiosité d'ingénieur.
il a imposé un nouveau rituel domestique. La machine n'était plus un simple annuaire. Elle devenait le centre d'un écosystème qui allait dicter le rythme des soirées dans des millions de foyers français. Au milieu des années 1990, le réseau Télétel ne relève plus de la simple curiosité technologique. Il est devenu l'infrastructure nerveuse d'une nation entière. L'ambition initiale de l'État français s'est transformée en une réalité incontestable. Le terminal a conquis le pays. À son apogée géographique et culturel, la France compte près de 9 millions de terminaux Minitel installés. Ces machines beiges ne sont plus perçues comme des ordinateurs complexes, mais comme des appareils électroménagers ordinaires, aussi indispensables et invisibles dans le paysage domestique qu'un réfrigérateur ou une télévision. En incluant les familles, les colocations et les employés de bureau, ce sont plus de 25 millions de Français qui utilisent régulièrement ce réseau fermé. Un tiers de la population possède un accès direct à un service en ligne, une décennie entière avant que la connexion à Internet ne devienne la norme dans les pays anglo-saxons. Le triomphe physique du Minitel transforme l'architecture intérieure des foyers. Dans les salons ou les couloirs d'appartements, une nouvelle géographie s'installe. Le terminal est généralement posé sur une petite table dédiée, souvent flanquée du téléphone fixe familial. Un téléphone relié à une ligne installée dans le logement, dont le combiné repose sur la base. C'est ici, dans ce mètre carré d'espace domestique, que la France entière vient chercher ses informations. Le service le plus utilisé, le pilier fondamental qui justifie la présence de la machine dans chaque maison, reste le 3611, l'annuaire électronique. La promesse initiale des PTT a été tenue. Le bottin de papier, lourd et rapidement obsolète, disparaît progressivement. À sa place, un rituel millimétré s'instaure. La consultation du 3611 est gratuite pendant les 3 premières minutes. Dans chaque foyer, une course contre la montre silencieuse s'opère. Allumer l'écran cathodique, attendre qu'il chauffe, taper le nom et la ville sur le clavier aux touches dures, noter frénétiquement le numéro affiché à l'écran sur un bout de papier et appuyer sur « Connexion/fin » avant que la 181e seconde ne déclenche la facturation. Ce geste, répété des millions de fois par jour, forge la première véritable habitude numérique d'une population entière. Mais au-delà de l'annuaire, c'est l'écosystème du kiosque qui atteint des proportions industrielles. Au milieu de la décennie, le réseau héberge plus de 25 000 services distincts. Les entreprises françaises comprennent qu'une présence sur le Minitel n'est plus une option de communication, mais une nécessité commerciale absolue. Le secteur bancaire est l'un des premiers à basculer. Des institutions comme le Crédit Agricole, la BNP ou la Société Générale déploient des services massifs. Avant l'ère du web, un épargnant français n'attend plus son relevé de compte mensuel par la poste. Il tape un code 3615 entre un mot de passe rudimentaire et consulte son solde en temps réel. Pour les professionnels, c'est une révolution. Les agriculteurs utilisent le 3615 Agritel pour connaître les cours des matières premières ou les prévisions météorologiques ultra-locales, transformant un terminal en un outil d'aide à la décision au milieu des exploitations rurales. Le commerce de détail, et particulièrement la vente par correspondance, trouve dans cet écran monochrome son canal de distribution le plus puissant. Des géants comme la Redoute ou les Trois Suisses ne se contentent plus d'envoyer leurs épais catalogues par la poste. Ils permettent au foyer de vérifier la disponibilité d'un vêtement, de choisir la taille et de valider la commande directement par le clavier. La France apprend à acheter à distance sans parler à un vendeur, en faisant confiance à un système informatique centralisé. Le réseau Télétel absorbe même les grands moments de communion nationale. Lors du Téléthon, l'événement caritatif télévisé annuel, les standards téléphoniques classiques s'effondrent souvent sous le poids des appels. Le 3615 Téléthon devient alors le canal privilégié pour enregistrer les promesses de dons en temps réel. Les parieurs hippiques ne se rendent plus physiquement au guichet. Le 3615 PMU leur permet de placer leur mise jusqu'à la dernière minute avant le départ de la course. L'argent coule à flot. France Télécom, le nouveau nom de l'opérateur public nationalisé, séparé des activités postales en 1990, gère un système de facturation d'une efficacité redoutable. Le modèle de partage des revenus enrichit des milliers d'éditeurs de services et d'entrepreneurs.
La télématique génère un chiffre d'affaires colossal d'1 milliard d'euros actuels par an, au sommet de sa gloire. L'écosystème est parfait. Les utilisateurs ont la machine, les développeurs ont le public, l'opérateur contrôle l'infrastructure. Cette omniprésence ne se limite pas à la consommation et aux services pratiques. Le Minitel s'enracine profondément dans l'administration et l'éducation, créant des ponts numériques entre l'État et les citoyens. Au mois de juillet, une scène se répète dans tout le pays. Les résultats du baccalauréat, autrefois placardés exclusivement sur les panneaux d'affichage des lycées, où des foules d'élèves anxieux se pressaient, sont désormais accessibles à distance. Le ministère de l'Éducation nationale déploie des serveurs dédiés. Un lycéen, enfermé dans sa chambre ou assis dans le couloir familial, saisit son numéro de matricule. Les lettres s'affichent lentement, ligne par ligne. La sentence « admis », recalé ou oral de rattrapage, apparaît sur un écran de 9 pouces, dans la lumière verte ou beige du tube cathodique, créant des moments de liesse ou de drame dans l'intimité des foyers, bien avant l'ère des notifications mobiles. L'utilisation étudiante et lycéenne met également en lumière l'une des dynamiques familiales les plus tendues de l'époque, la facture téléphonique. Le terminal ne possède pas de compteur de coût intégré visible en permanence. L'illusion de la gratuité ou du faible coût s'évapore tous les 2 mois lorsque l'enveloppe de France Télécom atterrit dans la boîte aux lettres. La ligne détaillant les communications kiosques provoque d'innombrables conflits domestiques. Des adolescents ayant passé des heures sur des messageries de discussion ou des jeux en ligne par texte découvrent que la facture grimpe à des centaines, voire des milliers de francs. Pour limiter l'hémorragie, des parents désespérés vont jusqu'à acheter des cadenas physiques qui se fixent sur la prise téléphonique ou sur la prise d'alimentation du Minitel. Mais malgré ces frictions, la confiance de la population dans le réseau est absolue. Le système est perçu comme robuste, sécurisé et surtout contrôlé par une entité nationale familière. Les utilisateurs ne craignent pas le vol de données à grande échelle. La facturation est adossée à la ligne physique, liant indéfectiblement l'identité de paiement à l'adresse de la prise murale. C'est à cet instant précis, au carrefour de la rentabilité commerciale et de l'adoption massive, que l'exception française révèle sa véritable nature. Dans une France où un écran pouvait arriver par la ligne téléphonique avant d'arriver par le web, cette machine ne représentait pas seulement un service. Elle représentait une idée nationale du numérique, un terminal partagé, un réseau contrôlé, un usage domestique, une facture télécom, et la conviction que le futur pouvait être organisé avant d'être mondial. C'est la quintessence de la force 1, État, PTT, télécom et infrastructures publiques, fonctionnant en parfaite harmonie avec la force 4, standard, écosystème et soutien des développeurs. L'État a bâti les routes, le secteur privé y a construit les villes et les citoyens y ont élu domicile. Pourtant, cette gloire cache un isolement mortel. Fort de son triomphe domestique, France Télécom tente d'exporter son modèle à l'international. L'entreprise participe à la création de standards mondiaux pour le vidéotex, un système d'affichage de pages et de services consultés à distance par un terminal. Mais les marchés étrangers réagissent différemment. Aux États-Unis, la culture technologique privilégie l'ordinateur personnel, le micro-ordinateur, avec sa propre puissance de calcul et ses disquettes de logiciels, plutôt qu'un terminal passif subventionné par une entreprise de télécommunications monopolistique. En Allemagne, avec le Bildschirmtext, ou au Royaume-Uni, avec Prestel, les systèmes similaires restent chers, confidentiels, réservés aux professionnels et ne trouvent jamais de modèle économique grand public équivalent au kiosque. Le Minitel devient une forteresse magnifique mais encerclée. C'est une plateforme florissante, extrêmement rentable, mais dont les frontières s'arrêtent brutalement aux limites du territoire français. À Paris, à Lannion et dans les centres de décision de France Télécom, les dirigeants observent les courbes de revenus qui continuent de grimper. L'argent rentre, les utilisateurs sont fidèles, les éditeurs de services prospèrent, l'infrastructure est amortie, le modèle semble intouchable, protégé par son immensité même. Le réseau semblait invincible. Mais au même moment, sur des ordinateurs connectés à une ligne téléphonique via un autre protocole, le monde entier commençait à construire un réseau que la France ne pourrait pas contrôler. La première fissure fut presque imperceptible.
Elle ne se manifesta pas par une panne géante du réseau Transpac, ni par un effondrement soudain des livraisons de terminaux dans les agences France Télécom. Elle apparut sous la forme d'une simple hésitation, d'un contraste technique frappant dans le silence d'une salle informatique universitaire, au milieu des années 1990. Dans ces salles de classe et ces bibliothèques universitaires équipées de micro-ordinateurs récents, quelques étudiants et chercheurs français commençaient à utiliser un navigateur, un logiciel utilisé pour consulter des sites web sur un réseau mondial ouvert. Sur ces écrans d'ordinateur, une révolution s'opérait. Il y avait de la couleur, il y avait des images qui, bien que se chargeant lentement ligne par ligne, existaient véritablement. Et surtout, il y avait des liens hypertextes qui permettaient de sauter instantanément vers des serveurs situés en Californie, au Japon ou en Norvège, le tout sans passer par le système de tarification par minute des PTT. Pendant ce temps, dans le couloir de la maison familiale ou dans le salon, le terminal Minitel restait figé dans son architecture d'origine. Son petit écran affichait toujours ce même texte monochrome, construit avec ces mêmes pixels carrés et rudimentaires, naviguant à travers une interface stricte où chaque lettre tapée sur le clavier en plastique dur prenait une fraction de seconde visible pour apparaître. La limite technique du modem intégré, l'appareil convertissant le signal, bloqué asymétriquement à 1200 bits par seconde en réception et 75 en émission, n'avait pas évolué. L'appareil fonctionnait encore. Le marché mondial de la technologie autour de lui commençait à changer. Au début, l'establishment technologique et industriel français regarda ce réseau mondial émergent avec un mélange de curiosité condescendante et de scepticisme affirmé. France Télécom gérait une machine à imprimer de l'argent d'une ampleur inédite. Le réseau Télétel générait des milliards de francs de revenus annuels. Le système kiosque était d'une efficacité redoutable, facturant l'utilisateur directement sur sa ligne téléphonique fixe, la connexion physique en cuivre qui reliait le foyer aux centrales téléphoniques, sans aucune friction bancaire, sans carte de crédit, sans abonnement préalable. Pourquoi la France abandonnerait-elle un système fermé, contrôlé, sécurisé, extraordinairement rentable et national pour un réseau ouvert, chaotique, apparemment gratuit et totalement dominé par des protocoles américains? C'est précisément ici que la plus grande force du modèle français s'est retournée contre lui pour l'étouffer. Le triomphe incontestable du Minitel est devenu le piège doré de la technologie française. Force 1, État, PTT, Télécom et infrastructures publiques. L'immense écosystème qui avait fait le succès du réseau s'est transformé en une puissante force d'inertie. Les dizaines de milliers d'éditeurs de services, les journaux quotidiens, les grandes banques, les sociétés de vente par correspondance et les créateurs de messagerie rose n'avaient absolument aucune incitation économique à migrer vers ce nouveau World Wide Web. Sur le Minitel, chaque minute passée par un adolescent ou un adulte sur un code 3615 rapportait des francs de manière automatique. Sur Internet, la culture naissante était celle de la gratuité, de l'information libre et de l'absence de modèles de paiement structurés. Demander aux entreprises florissantes de la télématique française de passer au web revenait à leur demander de s'aborder volontairement leur propre modèle d'affaires pour une promesse technologique incertaine. Force 4, standard, écosystème et soutien des développeurs. Dans le quartier du Sentier à Paris, cœur bouillonnant de la création numérique au milieu des années 1990, une fracture générationnelle et financière s'ouvrait. Si de jeunes ingénieurs voulaient lancer un service numérique innovant, les banques et les investisseurs français exigeaient souvent qu'ils le développent d'abord pour le Minitel, car la rentabilité y était mathématiquement prouvée. Le capital risque français s'est ainsi retrouvé bloqué sur une plateforme nationale vieillissante, à l'instant même où la Silicon Valley américaine finançait massivement la fondation de l'Internet mondial avec Yahoo, Amazon ou eBay. La France n'a pas cessé de vouloir financer l'innovation numérique. Elle a simplement continué à financer une version du futur qui était en train d'être contournée. Simultanément, la pression s'est accentuée au sein même des foyers français. La facturation à la durée, qui semblait parfaitement acceptable pour des requêtes fonctionnelles et rapides, chercher un numéro de plombier sur le 3611 ou consulter la météo régionale,
devenait un fardeau financier insoutenable face aux nouvelles attentes des utilisateurs. Les Français commençaient à vouloir flâner en ligne, lire de longs articles, participer à des forums mondiaux, télécharger des fichiers. Le compteur impitoyable du 3615, accumulant les francs minute après minute, devenait une angoisse domestique omniprésente. Dans de nombreuses familles, l'arrivée de la facture bimestrielle de France Télécom provoquait des conflits majeurs, poussant certains parents à condamner l'accès au terminal avec des clés ou des codes de verrouillage. La prise de conscience politique fut tardive, mais brutale. En août 1997, lors d'un discours solennel prononcé à l'université d'été de la communication à Ourtin, le Premier ministre Lionel Jospin dresse un constat sévère devant la nation. Il admet publiquement que la France, trop grisée et rassurée par le confort de son terminal national, est en train d'accumuler un retard dramatique dans la société de l'information mondiale. L'outil beige, qui devait initialement garantir la souveraineté numérique du pays face aux géants américains, est désormais perçu au plus haut niveau de l'État comme un boulet industriel. Le gouvernement annonce alors un plan massif d'équipement pour connecter les écoles, les collèges et les universités, non plus à des terminaux passifs, mais à de véritables ordinateurs naviguant sur l'Internet ouvert. Le signal politique était irrévocable, l'invention était française, le marché devenait mondial. Mais la bascule définitive, celle qui vida le réseau de sa substance, ne s'est pas faite par décret gouvernemental. Elle s'est opérée par une invasion matérielle silencieuse au cœur même de l'espace domestique français. Le terminal Minitel n'a pas été violemment débranché du jour au lendemain. Il a d'abord été relégué au second plan, vaincu par une nouvelle machine complexe qui faisait son entrée triomphale dans les foyers, l'ordinateur personnel multimédia familial. À la fin des années 1990, des millions de familles françaises achètent leur premier PC tournant sous Windows. Ces encombrantes machines beige ou grises s'installent dans les salons ou les chambres. Elles possèdent des lecteurs de CD-ROM capables de diffuser de la vidéo, des cartes son crachant de la musique et surtout des modems 56 kilobits. Pour la toute première fois, la ligne téléphonique cuivrée du foyer, qui n'avait connu que la voix humaine et la lente négociation du modem Minitel, commence à transporter les protocoles mondiaux du réseau Internet. Le son strident de la connexion 56 kilobits remplace le vieux cliquetis du terminal. France Télécom, observant avec inquiétude cette migration massive, tente désespérément de gérer la transition pour préserver sa base de clients et ses revenus kiosques. L'entreprise publique lance Wanadoo, son propre portail et fournisseur d'accès à Internet, inondant le pays de CD-ROM, de connexions gratuits distribués dans les boîtes aux lettres et les rayons presse. L'opérateur historique tente même l'impossible compromis technique en créant e-Minitel, un logiciel émulant l'interface du terminal sur un écran de PC. L'utilisateur pouvait lancer l'application et retrouver les gros pixels et la navigation par la touche Envoi directement sur Windows, en continuant d'être facturé à la minute. L'interface fonctionnait techniquement. L'intention stratégique était évidente, sauver la facturation centralisée. Mais la tentative fut un échec retentissant face aux nouvelles habitudes de consommation. Force 5, Global Internet, American Platform, Smartphone et Convenience Displacement. Pourquoi un internaute français accepterait-il de payer plusieurs dizaines de centimes la minute pour consulter les horaires d'un train sur une page 3615 émulée, alors que la SNCF commençait à développer un site web complet, gratuit d'accès, en couleur et avec un système de paiement par carte bancaire? Le barrage de la facturation à la minute cédait de toutes parts face à la culture du forfait. L'effondrement systémique s'accélère drastiquement avec une innovation qui va redéfinir le marché français des télécommunications au début des années 2000. L'arrivée de l'ADSL et de la box Internet. Un boîtier domestique puissant regroupant la connexion web haut débit, la téléphonie fixe et la télévision. Des opérateurs alternatifs agressifs menés par Iliad et sa Freebox lancée en 2002 cassent l'ancien monopole. Grâce à la réglementation sur le dégroupage, un foyer français peut désormais s'affranchir totalement de l'abonnement classique à France Télécom. La box s'installe près de la télévision.
Elle impose un abonnement mensuel fixe d'une trentaine d'euros, comprenant un accès Internet illimité et permanent. Dans cette nouvelle équation économique, le vieux modèle de paiement à la minute n'a plus aucune place. L'écosystème commercial qui faisait vivre le réseau se vide à une vitesse fulgurante. Le 3611, le service de l'annuaire électronique gratuit qui restait le dernier rempart justifiant de garder la machine branchée, perd des millions de requêtes au profit de pagesjaunes.fr. Les grandes enseignes de distribution, les banques, la météo et les journaux ferment leurs serveurs vidéotextes un à un. Privé de ces services, le terminal perd sa fonction rituelle. L'écran de plastique beige est physiquement déplacé. Il quitte le meuble central du couloir pour être posé par terre, puis rangé dans un placard de la chambre d'amis, avant de finir empilé dans des cartons au grenier, dans les allées des vides-greniers dominicaux ou directement dans les bennes des déchetteries municipales. Le paradoxe du Minitel, c'est qu'il a mis presque 10 ans à mourir totalement. Pendant toutes les années 2000, un noyau dur d'irréductibles professionnels l'a maintenu sous perfusion. Des agriculteurs l'utilisaient encore pour déclarer des mouvements de bétail sur des réseaux régionaux spécialisés. Des milliers de médecins généralistes s'en servaient quotidiennement pour transmettre les feuilles de soins de l'assurance maladie, équipés de lecteurs de cartes vitales branchés sur le port série du terminal. Pour ces professionnels, la machine n'était pas obsolète. Elle démarrait instantanément, ne plantait jamais, ne demandait aucune mise à jour de système d'exploitation et s'avérait totalement insensible aux virus qui ravageaient les PC connectés à Internet. Mais l'infrastructure lourde et vieillissante du réseau Transpac coûtait désormais une fortune à maintenir pour un volume d'utilisateurs qui s'érodait inéluctablement. Orange, héritière de France Télécom, annonce à plusieurs reprises la mort du service, repoussant l'échéance face aux suppliques des dernières professions dépendantes de cet outil hérité. L'ultime acte de basculement culturel, celui qui rendit le concept même du terminal filaire incompréhensible pour la nouvelle génération, fut le triomphe du smartphone. Quand la population française a commencé à transporter la puissance d'un ordinateur connecté en permanence dans sa poche, capable de géolocalisation, d'applications riches et de vidéos, la survie d'un boîtier monochrome nécessitant une prise murale relevait de la paléontologie technologique. La décision finale tomba, sans faste, sans cérémonie nationale, le 30 juin 2012, peu avant minuit, les ingénieurs d'Orange ont exécuté la commande d'extinction. Les derniers commutateurs du réseau X25 furent mis hors tension. Après 30 années de bons et loyaux services, le signal disparut définitivement des lignes de cuivre françaises. Le réseau s'arrêta, le modem se tut, la prise fut abandonnée, l'écran devint noir, la facture disparut, l'habitude s'effaça, le plastique jaunit, le geste fut oublié. Le 30 juin 2012, la France a officiellement débranché son passé. Mais la mort technique du réseau ne l'a pas effacé de la mémoire de la société française. L'appareil beige a cessé d'être un terminal de communication fonctionnel pour devenir un artefact archéologique, le vestige d'un futur alternatif que seul un pays avait décidé de construire à cette échelle. Aujourd'hui, l'infrastructure lourde de Télétel et du réseau Transpac n'existe plus. France Télécom, l'opérateur d'État tout-puissant qui a pensé, financé et déployé cette machine, a fini par être totalement privatisé et a changé de nom pour devenir Orange, un géant mondial luttant sur le marché de la fibre optique et de la 5G. Les anciens codes d'accès ont perdu toute utilité technique. Pourtant, le célèbre préfixe 3615 s'est métamorphosé en une expression linguistique. Il est devenu une référence culturelle utilisée par ceux qui ont connu cette époque pour souligner une attitude dépassée ou pour ironiser sur quelqu'un qui raconte sa vie avec l'expression « 3615 my life ». Le réseau s'est éteint, mais la syntaxe a survécu. Cependant, la machine physique refuse de disparaître totalement. À l'ère des écrans plats 4K et du cloud computing, une communauté de passionnés, de bidouilleurs et d'archivistes français s'acharne à maintenir l'illusion de la vie dans les vieux tubes cathodiques. Dans des ateliers associatifs, des laboratoires universitaires ou sur des forums de rétro-informatique, des ingénieurs conçoivent de petites cartes électroniques, souvent équipées de puces Wi-Fi modernes, qu'ils branchent sur la prise série située à l'arrière du terminal. Ce dispositif contemporain trompe le vieux modem de la machine.
lui faisant croire qu'il est connecté à la ligne téléphonique des PTT, alors qu'il communique en réalité avec l'Internet mondial. L'écran s'allume à nouveau, les gros pixels forment des lettres et le clavier retrouve une utilité artificielle. Ces efforts de préservation dépassent la simple nostalgie. Si le Minitel mérite d'être conservé, branché et étudié aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il rappelle l'enfance d'une génération. Il est fondamental parce qu'il constitue le tout premier laboratoire de la société numérique. Avant que le reste du monde ne découvre massivement le web sur un navigateur, des millions de Français avaient déjà assimilé la grammaire de la vie en ligne. C'est en tapant sur ces claviers en plastique dur que la population a compris le concept abstrait d'un mot de passe, l'idée de masquer son identité derrière un pseudonyme et la logique d'une salle de discussion virtuelle. Les utilisateurs ont appris à interagir avec une base de données distante, à consulter un solde bancaire sans bordereau papier et à faire confiance à un système informatique pour commander un objet à distance. Le terminal a enseigné l'abstraction numérique à une échelle nationale, forgeant des habitudes d'achat et de consultation qui ont, paradoxalement, facilité l'adoption extrêmement rapide du e-commerce lorsque l'Internet mondial s'est enfin imposé en France. L'héritage le plus frappant du système français n'est d'ailleurs pas matériel. C'est une invention économique d'une modernité sidérante. La véritable révolution silencieuse s'appelait le système kiosque. L'idée que l'opérateur du réseau centralise la facturation sur l'abonnement de l'utilisateur, prélève une commission technique d'environ un tiers des revenus et reverse le reste au créateur du service, a totalement aboli la friction de l'achat. Des décennies plus tard, quand l'industrie américaine a lancé les magasins d'applications pour smartphones, en imposant une commission de 30% sur chaque transaction numérique, le monde a célébré un nouveau modèle d'affaires. La France avait pourtant structuré, industrialisé et rentabilisé cette exacte économie de plateforme à l'échelle d'une nation entière, un quart de siècle plus tôt. L'écran était obsolète, mais l'économie, elle, était visionnaire. Aujourd'hui, pour observer un Minitel dans un contexte institutionnel, il faut se rendre au Musée des Arts et Métiers à Paris, où la machine repose derrière une vitrine de verre, classée dans l'histoire des télécommunications, à côté des premiers télégraphes. Mais la véritable sépulture de l'appareil se trouve ailleurs. Elle se trouve dans le rituel dominical des vides-greniers et des brocantes de province. Là-bas, posé à même le sol ou sur une table pliante, entre une pile de vieux magazines et de la vaisselle, on trouve invariablement un terminal Minitel. Son plastique beige a inexorablement jauni sous l'effet de la lumière et son câble gris avec sa lourde prise en T est enroulé autour de la coque. Personne ne l'achète pour s'en servir, car l'infrastructure qui lui donnait un sens a été arrachée. L'effondrement final de cette technologie n'est pas l'échec d'une mauvaise ingénierie. C'est la limite d'un modèle politique. La France a prouvé que la puissance de son État et de son industrie publique pouvait concevoir, distribuer et faire fonctionner une infrastructure numérique domestique parfaite, sécurisée et immensément rentable sur son propre territoire. Mais le pays a découvert trop tard que le futur de l'information mondiale ne s'écrirait pas dans les ministères, ni à travers des monopoles télécoms centralisés. Le futur s'est écrit dans le chaos d'un réseau ouvert, décentralisé, sans frontières, où chaque ordinateur posséderait sa propre intelligence. L'invention française était le triomphe absolu de l'ordre public. L'Internet était une disruption mondiale, et l'ordre a fini par céder. Pourtant, pendant presque 30 ans, un pays entier n'a pas eu besoin d'attendre que l'Amérique invente le futur numérique. Il l'avait fabriqué, financé et installé chez lui. Quelque part dans un grenier français, une boîte en carton abrite encore un modèle de première génération sous une épaisse couche de poussière, son clavier rendu rigide par les décennies, attendant silencieusement la tonalité d'une ligne téléphonique qui ne répondra plus jamais. À la prochaine histoire.